Dans cette vidéo, on va voir les notions de namespace et de classe en Python. À quoi ça sert les namespaces? Tout d'abord, imaginez un code d'une plusieurs centaines de lignes, ou plusieurs milliers de lignes, et puis à un moment, vous voyez ceci, print âge, au milieu de nulle part. Ok, on peut se dire, ok, c'est l'âge de la personne, du développeur ou quoi. Et maintenant, si je fais print nom, bah quoi? C'est le nom de l'objet, c'est le nom d'un piano, c'est le nom de la personne, c'est le nom du programme peut-être. Alors qu'on pourrait dire, bah ok, alors on met un petit commentaire qui dit le nom de la personne. Et ici, âge de la personne, alors ça fait quand même beaucoup de texte pour pas grand-chose. On pourrait se dire, bah ok, alors je peux nommer par exemple, âge, bah, je pourrais littéralement nommer ma variable, au lieu de l'appeler âge, qui n'est pas très explicite, de l'appeler âge de la personne. Et faire nom de la personne. Et du coup, l'indice était dans le nom que j'ai employé tantôt, namespace, qui correspond du coup à espace de nommage. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir cette notation nom de la personne comme ça pour une seule variable, et du coup et donc à chaque fois que je veux créer une nouvelle variable, par exemple taille de la personne, je devrais écrire de la personne à chaque fois. Et ces variables-ci ne sont pas spécialement liées, c'est-à-dire que ces deux variables sont complètement indépendantes. Je peux changer l'une, ça ne va pas du tout impacter l'autre. C'est comme si j'avais écrit âge de la personne est égal à 5 et taille de la personne est égale à 180. Et ces deux variables ne sont absolument pas liées, c'est juste des variables qu'on a créées comme ça, où on a associé âge de la personne au chiffre 5 et taille de la personne à 180. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez sans doute déjà utilisé un navigateur web et vous avez donc pu voir à quoi ressemblaient les URL des navigateurs web. Je vais prendre l'exemple de image.google.be, qui est le moteur de recherche pour chercher avec des images ou chercher avec du texte. En réalité, qu'est-ce qui se passe si on le retourne? On a be.google.image, qui est en réalité comme ça que les noms de domaine fonctionnent. Et ce qu'on voit ici, c'est que, imaginons que je supprime tout ce qu'il y a avant, ben, on a image, ben, c'est pas très explicite. Par contre, si on met google.image, alors là on se dit, ah ok, c'est l'image, mais qui correspond à Google. Enfin, on met le BE, mais du coup, ça c'est pour dire que c'est dans le domaine de la Belgique. Donc cette notation est assez intéressante, et effectivement, c'est la même qui est utilisée en programmation dans beaucoup de langages. Et par exemple, imaginons que j'ai une personne qui s'appelle Nathan, je vais faire Nathan.âge. En réalité, on peut voir ça comme du rangement de plusieurs niveaux. C'est-à-dire que Nathan, par exemple, peut voir une armoire et âge, un tiroir dans lequel il y a une valeur qui correspond par exemple à 17. Donc quand je fais la notation âge est égal à 17, là, il n'y a aucune erreur. Mais quand je fais la notation ici, il y a une erreur parce qu'en fait, il ne connaît pas Nathan. Par contre, si je mettais une barre en dessous ici, ça marcherait parce que ça, ce serait juste un nom de variable. Alors qu'en réalité, il y a deux niveaux. Il y a d'abord l'armoire Nathan et le tiroir âge qui contient la valeur 17. Donc le tiroir âge qui contient la valeur 17, bah ok, on peut créer un tiroir et mettre directement 17 dedans. Par contre, l'armoire, il faudra d'abord la définir. En Python, à part les imports, du coup, on peut utiliser la notion de classe pour créer des namespaces, donc des espaces de nommage. Donc ici, imaginons, je crée ma classe Nathan, où pour l'instant, je mets rien à l'intérieur, donc j'écris pass pour l'interpréteur Python. Et maintenant, je peux dire nathan.âge est égal à 17 et afficher nathan.âge et ça fonctionnera parfaitement. Ce qu'on a vu ici, c'est un moyen d'associer des variables à d'autres variables, qui nous permet de faire une sorte d'arbre de variables, où d'abord je vais regarder dans quelle armoire je me trouve, ensuite je vais regarder dans quel tiroir je me trouve, après on peut regarder peut-être dans quel classeur je me trouve, et enfin on peut trouver l'information. Plutôt que d'avoir toute l'information qui est au même niveau, c'est-à-dire une variable dont je dois retenir le nom, etc. L'avantage d'utiliser cette notation, c'est qu'ensuite, si maintenant je fais Nathan point et que j'utilise l'autocomplétion, on peut voir qu'il me propose directement l'attribut âge, donc l'attribut qui est du coup la variable associée âge. Imaginons que vous ayez plein de variables comme ceci, bah, elles sont toutes au même niveau, c'est-à-dire que lorsque je vais commencer à écrire var, je vais avoir la liste de toutes mes variables. Par contre, si je prends cette approche-ci, on voit qu'on a regroupé nos variables en fonction de leur nom, c'est-à-dire que ces trois variables-ci sont associées à l'objet planète, qui par exemple ça pourrait être le rayon, la masse totale, la distance du soleil, et ces quatre variables-ci sont associées à la porte, par exemple la hauteur, la largeur, la profondeur, etc. C'est-à-dire que quand on écrit, je vais écrire par exemple planète, point, et ensuite on a directement la liste de toutes nos variables. Plutôt que de devoir se dire, ah, comment est-ce que j'ai appelé déjà cette variable qui correspond au rayon de la Terre? Juste d'écrire planète, et puis ensuite, lorsqu'on écrit le point, on verra la liste de tous les attributs. Plutôt que de regarder dans toutes les variables et d'essayer de trouver laquelle correspond au rayon de la planète. Ici, contrairement à l'exemple précédent, on a plusieurs fois une référence à plusieurs instances, si vous voulez, de ce qu'on a écrit. C'est-à-dire qu'on a d'abord une personne qui a 17 ans et qui s'appelle Nathan, une personne qui a 13 ans qui s'appelle Benjamin. Avec cette notation-ci, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, on fait référence au même endroit en mémoire. C'est-à-dire que donc l'armoire personne au tiroir âge, on a d'abord mis 17, et ensuite maintenant, avec cette ligne de code-ci, la même armoire personne au même tiroir où il y avait déjà 17, on met 13. Ce qui se passe maintenant, du coup, quand j'affiche personne.âge et que j'affiche aussi personne.prénom, ça va afficher 13 et suivi de Benjamin.
Parce que Python va lire le code ligne par ligne et va associer du coup 17 à la variable âge liée à personne, Nathan à la variable prénom liée à personne, mais ensuite à partir de la ligne 8, il va effacer ce qu'il avait écrit précédemment et il va changer les valeurs. Pour pallier à ça, on va voir ce qu'on appelle l'instanciation d'une classe, c'est-à-dire passer d'une classe à un objet. En réalité, une classe, si vous voulez, c'est un peu comme un pattern d'objet, c'est-à-dire qu'il aura un certain nombre de variables ordonnées dans un certain sens, avec des contraintes sur leur type, par exemple. Et un objet, ça va être, si vous voulez, l'expression de cette classe. Donc ici, je vais créer personne A, et je vais du coup dire que ça référence la classe personne, mais pas juste la classe, je veux une instance de la classe. C'est la même notation que pour les fonctions, c'est-à-dire qu'on utilise des parenthèses. Et maintenant, imaginons que je veux créer une deuxième personne, personne B qui est égale à personne. Maintenant, on se trouve dans une situation où on a la classe personne, qui est du coup le pattern, le template, le générateur d'objets, et on a deux objets différents, personne A et personne B. Et maintenant, lorsque personne A, je mets que son prénom, c'est Nathan, et ensuite personne B, je mets que c'est un autre prénom, bah, cette fois-ci, c'est assez explicite dans le code. On a bien vu que personne A aura comme prénom Nathan, personne B aura comme prénom Benjamin, il n'y a pas d'overlap entre les deux. Et effectivement, si je print personne A en prénom et pareil avec la personne B, on voit que les deux sont maintenant séparés. Donc la différence entre personne A et personne avec un P majuscule, c'est que personne avec un P majuscule, c'est la classe, et que personne A, c'est un objet de la classe. Et en faisant cette notation-ci de personne suivie de parenthèses, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à la classe de nous générer un nouvel objet qui correspond au schéma qu'on a défini dans le corps de la classe.